Madame la ministre, qui est en train de partir, Madame Barbara Pompili, également Madame la ministre, c'est un titre qu'on garde à vie, Monsieur le directeur exécutif Dier Fati, Monsieur le Président, cher Jean-Louis. Je voudrais rappeler, comme cela a déjà été fait, et je pense qu'il est absolument essentiel de partir de ce constat, que nous sommes dans une situation historique à double titre. Bien évidemment, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre avec une mobilisation générale militaire, d'autres le sont. Nous sommes en guerre sur le plan énergétique parce que l'énergie est la principale arme de guerre contre nous de la part du régime de Vladimir Poutine. Et nous n'avons pas le droit de perdre cette guerre, pour toutes les raisons démocratiques, géopolitiques, européennes que nous connaissons par cœur. Nous sommes à côté de cette guerre dans une révolution. Cette révolution, c'est la révolution climatique, la révolution de l'économie zéro carbone. Je le rappelle, nous nous sommes fixés comme objectif contraignant en Européens d'être neutres en carbone dans moins de 30 ans. C'est la révolution industrielle, énergétique des transports la plus rapide que nous ayons jamais réalisée. Toutes les révolutions industrielles précédentes ont pris des décennies, voire des siècles. Nous avons 30 ans pour réussir celle-ci. Et lorsque l'on met les deux ensemble, forcément, ça donne un caractère particulièrement complexe, historique, inédit à la situation que nous vivons. Dans ce contexte, qu'est-ce que nous sommes en train de faire en Européens avec l'ensemble des institutions européennes ? Tout d'abord, nous avons une stratégie très claire qui est de nous rendre indépendants des énergies fossiles, en commençant bien évidemment par le gaz, mais pas uniquement le gaz, également le pétrole et le charbon russe. Nous avons fait 80% du chemin, il nous reste 20% à faire. Nous avons bien fait, certaines voix nous y incitaient, nous ne les avons pas suivies. Nous avons bien fait de ne pas couper le robinet tout de suite. Vous vous souvenez d'il y a 6 mois, ce débat sur la fin de l'embargo immédiat. Imaginez dans quelle situation nous serions. Mais nous avons aussi bien fait d'avoir une stratégie extrêmement claire qui fixe la fin de l'année pour atteindre l'objectif de zéro dépendance à la Russie sur le plan des énergies fossiles. Et encore une fois, nous y sommes presque. Et les décisions qui seront prises dans les prochains jours, les prochaines semaines, notamment dans le Conseil européen de l'énergie auquel Agnès participera vendredi, seront probablement un pas de plus dans cette direction du zéro énergie fossile russe. Évidemment, cela a des conséquences. Ça a des conséquences, notamment sur la nécessité d'aller chercher du gaz ailleurs. Et là, nous voudrions tous, je pense, avoir une baguette magique et pouvoir passer directement du gaz russe aux énergies renouvelables ou à l'efficacité énergétique. On le sait, malheureusement, ça n'est pas possible. Donc, on va chercher des contrats. Et là, je pense qu'il est très important d'agir en Européens, ce que nous ne faisons pas encore assez. Vous le savez, une des raisons de l'augmentation astronomique des prix du gaz a été la concurrence, et peut-être et toujours la concurrence entre pays européens qui vont chercher les mêmes contrats auprès des mêmes fournisseurs alternatifs à la Russie. Et je crois qu'il y a une responsabilité particulière d'un pays, qui est l'Allemagne, d'organiser cela, non pas simplement pour elle-même, mais en européen. Deuxième élément, c'est que puisque nous allons chercher des sources gazières ailleurs, je pense qu'il est pertinent, logique, politiquement, de pouvoir négocier des prix avec au moins certains d'entre eux. Et la discussion est en cours avec la Norvège. Avec la Norvège, nous partageons tout, système de valeurs démocratiques, la vision, l'opposition à Poutine. Il y a une seule chose que nous ne partageons pas, c'est que nous ne sommes pas du même côté de la rente gazière. 100 milliards d'euros de plus d'un côté, 100 milliards d'euros de moins de l'autre. Et donc il est légitime, les discussions sont en cours, j'espère qu'elles vont aboutir rapidement pour réussir à trouver un accord sur un plafonnement du prix du gaz que nous achetons en pipe à la Norvège. Vous le savez, la Norvège est devenue notre premier fournisseur de gaz.
Je pourrais développer cet aspect stratégique des choses, je ne le fais pas, mais évidemment, c'est un pilier essentiel de notre stratégie. Deuxième pilier, la sobriété. Ça a été dit et rappelé par Agnès, c'est la sobriété de court terme et la sobriété de long terme. Et ce que nous faisons maintenant s'inscrit dans un pan plus global. Nous avons tous en tête les moins 40% de consommation dans le scénario RTE. C'est évidemment la même chose partout en Europe. Il y a évidemment ce qui est fait au niveau national, je n'y reviens pas, et il y a ce qui est fait au niveau européen, avec, je pense, une mesure très précise qui est essentielle, qui devrait être adoptée ce vendredi au Conseil énergie, c'est la mise sous contrainte des États, avec une obligation de résultat, de diminuer la consommation aux heures de pointe. Vous le savez tous, c'est au moment des heures de pointe que les prix dérapent et se multiplient par 3, 4 ou 5, et donc nous avons impérativement besoin de jouer d'abord là. Et cette sobriété, et c'est là où il y a une valeur ajoutée européenne, c'est qu'elle doit se penser dans le cadre de chaînes de valeur qui ne sont pas nationales. Et c'est le petit risque avec l'addition de tous les plans de sobriété nationaux, c'est qu'ils dégagent une forme d'incohérence entre eux, non pas sur les ménages, mais sur les grands industriels. Et donc moi, je suis particulièrement attentif, et la Commission a mis les dispositifs en place, pour que nous regardions la cohérence pour les grandes industries et pour les grandes chaînes de valeur en Europe des mesures de sobriété qui sont prises par les différents gouvernements. Je pense que c'est une demande importante de la part des grands industriels et je la regarde de manière très attentive. Troisième élément à côté de la sobriété et de la recherche d'alternatives gazières, c'est le développement, l'accélération absolument massive sur les renouvelables. Ça a été rappelé par Jean-Louis Bal dans son propos introductif. Nous sommes en train de négocier la nouvelle directive énergie renouvelable. Nous avons voté, il y a 15 jours au Parlement européen, le nouvel objectif qui était proposé par la Commission européenne, à savoir 45% de renouvelables en 2030. Je rappelle qu'on est à 22% en moyenne en Europe, ça veut dire un doublement en 7 ans. Un doublement en 7 ans de la capacité installée d'énergie renouvelable dans la proportion de notre consommation d'énergie. C'est absolument massif, absolument massif. C'est faire en 7 ans l'équivalent de ce qu'on a fait depuis 40 ans, en partant du principe que certaines énergies renouvelables, comme l'hydraulique par exemple, ne vont pas exploser demain. Et donc, ça se concentre sur quelques technologies, le solaire, l'éolien onshore, l'éolien offshore. Là-dessus, on agit aussi sur le permitting, parce que c'est évident que se donner des objectifs, c'est bien, encore faut-il se donner les moyens de les atteindre. Pour se donner les moyens de les atteindre, ça a été rappelé également par Jean-Louis Bal, par Agnès Pannier-Runacher, on doit aller plus vite. On doit aller plus vite, c'est vrai en France, c'est vrai partout en Europe. C'est pour ça que nous sommes en train, au moment même où nous avons la loi d'accélération en France, de voter des termes à peu près équivalents, et c'est mon rôle de nous assurer qu'il y a une forme de cohérence entre les règles françaises et les règles européennes que nous sommes en train de voter au même moment, pour accélérer. Dans l'accélération, il y a différents dossiers, la question du zonage, la question de la planification, la question du lien évidemment avec la biodiversité, je vais y revenir dans un instant, et la question des espaces que nous libérons. Dans la loi française, l'accent est mis sur des espaces qui viennent d'être rappelés par Agnès Pannier-Runacher, aussi sur les parkings. Dans la loi européenne, il y a une échelle supplémentaire qui porte sur les toits. Tous les toits des bâtiments de plus de 250 mètres carrés devront être équipés de panneaux solaires. Ça, c'est la proposition de la Commission que nous sommes en train de négocier. On a donc une mobilisation du foncier, et il y a évidemment sur le foncier agricole l'agrivoltaïsme, absolument inédite. Et ça va se voir partout sur nos territoires, très vite. Donc il faut être prêt à assumer cette responsabilité collective, parce qu'on le sait, il y a des sujets d'acceptabilité, pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, et donc il faut en permanence rappeler pourquoi on fait ça, quelle est la finalité, et partager une partie de la valeur. Je viens sur un des points sur lequel m'a interpellé Jean-Louis dans son propos introductif, qui est, dans ces énergies renouvelables, il y a la biomasse forestière. Nous avons, au Parlement européen, mis les pieds dans un plat que peu de gens
avait traité jusqu'à présent, qui est de dire est-ce que, dans certains cas de figure, le bilan carbone et le bilan biodiversité de l'exploitation du bois comme énergie est réellement si positif que cela. Et nous avons proposé un compromis qui sera remis sur le métier dans les négociations avec le Conseil. Ce n'est donc pas le point d'arrivée, c'est le point de départ du côté du Parlement, consistant à dire lorsque l'on coupe de la biomasse secondaire, il n'y a aucun problème. Les subventions continuent, c'est compté comme une renouvelable, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on arrive sur la biomasse primaire, est-ce que la meilleure utilisation qu'on peut faire du fait de couper un tronc, c'est de le brûler plutôt que de faire autre chose? Et c'est le principe dit du cascading, qui est aussi repris par le Conseil, et qui, s'il est mis en œuvre, aboutit à ce que l'utilisation, la valorisation économique de ce tronc soit bien meilleure pour faire du bois d'œuvre, pour faire des meubles, pour faire quelque chose qui stocke le carbone dans la durée, plutôt que de le brûler, même de manière efficace, derrière. Parce que, et je m'arrête sur ce point, et je serais ravi d'échanger avec les représentants de la filière française, sachant que la loi est européenne et donc elle concerne l'ensemble des filières européennes. Il peut y en avoir des meilleures que d'autres. Et je n'exclus pas que la filière française soit parmi les meilleures, mais si vous êtes parmi les meilleurs, vous appliquez déjà le principe du cascading et vous appliquez déjà un principe assez simple qui consiste à dire je ne vais pas brûler un tronc qui a stocké du carbone pendant 50 ans pour le brûler demain matin, sachant que le bilan carbone de le fait d'avoir brûlé ce tronc sur la période qui nous concerne, c'est-à-dire les 30 prochaines années, pas sûr qu'il soit extrêmement positif. Donc on regarde cela. Et il faut faire preuve de discernement dans cette accélération. Faire preuve de discernement et de dépassement. Le discernement, c'est ce que je viens de dire. Il y a des cas de figure où il faut accélérer massivement. C'est vrai pour la biomasse, c'est vrai pour les renouvelables, solaires et électriques. Mais il y a des cas de figure où il faut faire attention. Et c'est exactement le point d'équilibre que nous essayons de trouver également sur le lien biodiversité, énergie renouvelable, sur les renouvelables électriques, solaires, qui posent moins de problèmes, et surtout éoliennes. Et il faut que chacun se dépasse. Chacun se dépasse et que chacun assume de dépasser sa propre cohérence de départ. Et je le dis dans un contexte où, à l'Assemblée nationale, je souhaite beaucoup de courage à Agnès pour trouver une majorité, parce que nous avons, et je le dis très sincèrement en n'étant pas responsable politique exécutif en France, nous avons une droite très pro-nucléaire, très anti-éolienne, très anti-renouvelable, qui n'a pas fait sa culture du dépassement. Et nous avons une écologie qui va très probablement mettre beaucoup de bâtons dans les roues au nom de la biodiversité sans regarder la nécessité d'accélérer sur les renouvelables pour de vrai et donc de dégager des zones où on peut aller plus vite. Et il se trouve qu'exactement la même problématique, exactement le même sujet en Europe, parce que nous avons une écologie qui est plus réaliste, venant d'Allemagne par exemple, et nous avons une droite qui est beaucoup plus favorable au nucléaire venant de pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou d'autres, les Scandinaves, au nucléaire aussi, mais aux renouvelables, nous avons une capacité d'alliance qui fait que nous trouvons des majorités qui vont du centre droit aux écologistes. J'espère qu'en France, toutes les familles politiques pourront se dépasser pour que la loi d'accélération des énergies renouvelables passe. Parce que, vous le savez, s'il y a des bonnes raisons opposées de ne pas la voter, à la fin, il n'y a pas, dans le contexte actuel, de majorité. Donc je crois que c'est aussi une bataille culturelle. C'est aussi une bataille culturelle. Et les arbitrages que nous rendons au niveau européen sont fondamentaux parce qu'ils montrent que nous pouvons trouver des majorités politiques, dès que nous sommes à Bruxelles, qui vont du centre droit aux écologistes réalistes. Je conclurai par deux choses. La première, c'est que le moment dans lequel on est, qui, je le rappelle, qui est historique, implique le dépassement des points de départ de chacun. Il implique aussi de la justice. Et la justice, ça passe à un moment donné par de la fiscalité. C'est précisément pour ça qu'en Européens, nous avons soutenu le fait d'aller chercher une contribution fiscale exceptionnelle qui a été proposée par la Commission européenne, vous le savez, il y a 15 jours, qui devrait être votée demain par le Conseil des ministres de l'énergie.
Cette contribution exceptionnelle, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit traité de la même manière. Aujourd'hui, certaines de vos entreprises se sont vues prélever tout ou partie de la rente. Parce que nous avons, pour les renouvelables par exemple, nous avons un système contractuel qui fait que nous pouvons aller chercher la rente. Pour le nucléaire, il y a l'Arenh par exemple. Ce n'est pas vrai dans d'autres secteurs, et notamment pour les hydrocarbures et le pétrole. Et donc, beaucoup d'entreprises du secteur électrique, du secteur des renouvelables, nous ont dit on ne peut pas être dans une situation où d'un côté la rente est captée et de l'autre côté la rente n'est pas captée, parce que demain, dans la capacité à répondre aux appels d'offres, dans la capacité d'investissement, dans la capacité à gagner des parts de marché, il y en a un qui aura des moyens infiniment plus importants que les autres. Et c'est aussi ce qui a conduit la Commission européenne à aller dans cette direction pour des raisons de concurrence équitable, en disant la rente, on va la chercher partout. D'où le chiffre de 140 milliards d'euros qui a été évoqué par Ursula von der Leyen il y a 15 jours. Une partie de ces 140 milliards d'euros est déjà de facto captée. C'est le cas en France avec les fameux 8 milliards, je crois que Jean-Louis Ball évoquait récemment. Mais une autre partie doit être captée. S'il y a accord politique demain, alors cela sera transcrit logiquement dans le projet de loi de finances 2023 sous forme d'amendements en France et dans les autres pays européens. Et c'est nécessaire de le faire en européen pour assurer une harmonisation des règles. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont regardé les dispositifs en Italie, en Espagne, etc., avec beaucoup d'incertitudes, y compris sur le plan juridique. Et vous avez raison, et nous avons besoin d'agir en européen. C'est exactement la stratégie que nous avons menée, et nous sommes en train d'aller au bout de cela. Je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Je pense que c'est nécessaire à la fois pour des raisons d'équité dans la concurrence, c'est aussi nécessaire pour des raisons de justice sociale. Et le dernier élément, c'est que puisque nous sommes en guerre et que nous avons besoin d'accélérer pour gagner la bataille de la révolution zéro carbone, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde et je vous invite vraiment, et mon bureau au Parlement européen est toujours ouvert, mes équipes sont toujours à votre disposition pour discuter des détails, nous avons besoin chacun de nous dépasser. Nous l'avons réussi en France. Nous l'avons réussi en France où Agnès Pannier-Runacher rappelait le triptyque sobriété, efficacité, nucléaire et énergie renouvelable. Ce dépassement d'un débat vieux de 30 ans entre les renouvelables et le nucléaire, moi je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que c'est la seule condition pour gagner la bataille dans laquelle on est engagé. Et maintenant, tout le monde a un dépassement à faire pour réussir à gagner la double bataille, la bataille démocratique, la bataille de valeurs, dont on ne peut rappeler à quel point elle est totalement essentielle face à l'agression de Vladimir Poutine, et la bataille du climat. Vous pourrez toujours compter sur moi pour être à vos côtés pour gagner cette double bataille. Merci.